CTO, c'est arrivé cette année, je suis encore un bébé CTO. Je trouve ça important que les devs challengent le métier, comme ça ils comprennent le métier, ils savent pourquoi et pour qui ils développent. Du coup, ça fait un produit vraiment adapté. C'est-à-dire, j'essaie de toujours apprendre, d'essayer d'aller vers des sentiers inconnus, de jamais stagner. Si je stagne, je vais partir. L'artisan peintre, il va pas utiliser le premier pinceau qu'il va trouver chez Carrefour, quoi. Il va choisir ses pinceaux, sa peinture, etc. Donc c'est pareil pour moi, un dev qui se dit craft, il va essayer de comprendre les outils qu'il utilise. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Cyril Famelet, qui est CTO de la Foncière Numérique. Je suis dans leurs locaux et on va enregistrer après une petite mésaventure. Il a fallu qu'en précipitation, j'aille chercher une carte SD et réussi pour pouvoir enregistrer. Voilà, comme quoi on a réussi à faire face à l'imprévu. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais on va notamment parler, Cyril, de ton parcours un peu atypique et non linéaire, et notamment un parcours où on passe de la chefferie de projet, du dev à la chefferie de projet pour repasser vers le dev. Avant de reprendre des fonctions plus managériales. On va également parler par les bonnes pratiques, par les crafts, qui sont des sujets qui t'intéressent beaucoup, qui te tiennent à cœur. Mais peut-être avant toute chose, voilà, justement, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter quelques étapes de ton parcours et les raisons qui ont fait que tu es revenu de la chefferie de projet vers le développement. Bonjour Pierre, merci. Alors, du coup, moi, je suis diplômé depuis 2011 environ. J'ai une formation en fait de informatique industrielle, donc développement plutôt embarqué. Mon premier poste, il était assez court puisque j'ai fait du dev C++ dans une petite boîte. C'était un petit peu un coup dur en arrivant parce qu'en fait, on était 2 devs, toute petite équipe, donc je m'attendais à avoir une ambiance beaucoup plus importante, un peu plus avec beaucoup plus de gens, etc. Donc je me suis posé un peu de questions sur est-ce que finalement c'est ce que je voulais faire. Du coup, en discutant avec différentes personnes et notamment ma famille, je me suis dirigé vers de la gestion de projet. Donc en passant d'abord par Accenture, en faisant de la gestion de projet autour des produits SAP. Voilà. Après, j'ai fait d'autres SS2I. Et un jour, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Tu t'es dirigé vers la gestion de projet. Ça a été volontaire ou ça s'est fait. Enfin, c'est ce que tu cherchais ou est-ce que ça s'est fait un petit peu par hasard comme ça suite à des questions que tu te posais ? Alors en fait, je me posais des questions et voilà, par opportunité aussi, on m'a proposé un poste au sein d'Accenture. Enfin, on m'a proposé de passer les entretiens chez Accenture. Donc je suis allé voir comme ça pour voir si c'est quelque chose qui allait me plaire. Donc j'ai tenté le coup et je suis allé. Et je suis resté 3 ans chez eux avant de changer, notamment parce que les produits SAP en fait finalement ça me plaisait pas. Donc j'ai continué dans la gestion de projet quelques années et au bout d'un moment je me suis quand même posé la question sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. En fait, c'est venu le soir, quand je me demandais ce que j'avais fait dans la journée, finalement, à part piloter du projet, je me disais, j'ai rien de concret, finalement. Enfin, j'avais l'impression de rien faire de concret. De l'Excel, du PowerPoint, voilà, c'était pas vraiment ce qui me bottait. Et je continuais à faire du dev en perso, chez moi. Du coup, je me suis dit, est-ce que finalement, je rebasculerais pas de l'autre côté et pour redevenir dev ? Du coup, en fait, à l'époque, j'étais dans une SS2I, qui faisait de la gestion de projet et aussi du dev. Et je leur ai parlé de mon projet. Je leur ai dit, ça fait 1 an et demi que je suis chez vous.
je suis chef de projet, mais j'aimerais bien retourner dans la technique. Ils m'ont dit ok, pas de problème, mais on peut pas te rebalancer dev comme ça du jour au lendemain. Il faut que tu rattrapes ton retard. Donc retard dans l'informatique, c'est Ça va assez vite. ça va vite. Donc voilà, je me suis dit ok, bon bah challenge, mais par où je commence? Du coup, j'ai commencé par regarder un peu ce qui se faisait dans les technobacs. Donc moi, j'étais plutôt C, C++ à l'époque, mais bon, comme toute école d'informatique, j'ai fait du Java. Il y avait pas mal de Java dans la CS2I où j'étais, donc je me suis dit bon, on va essayer du Java. Et je me suis à l'époque aussi, Node.js prenait un engouement, donc je m'intéressais aux techno JavaScript, Node.js, je suis allé voir mais je me suis surtout concentré sur du Java, donc je me suis auto-formé, machin. Et au fil du temps, ils m'ont dit en fait, ce serait bien que tu comprennes comment ça marche Docker, comment tu fais des applications mobiles. Donc j'ai regardé comment marchait Docker, j'ai développé une petite application en interne sur Ionic 1. Voilà, mon chemin faisant, et finalement au bout de 6-8 mois, en fait, pas de news. À chaque fois, on m'a rajouté une techno à prendre, etc. Du coup, je me suis dit bon, on va essayer de voir ce qui se passe à l'extérieur. Bon, pour le coup, t'avais mis le projet, il était clairement assumé, mûri. Enfin voilà, c'était une vraie volonté de ta part de repartir dans le développement, et t'avais mis de l'énergie pour, quoi. Ah oui, je faisais même parce que j'étais en mission à l'époque, et j'ai même fait un petit projet pour l'interne de ma SS2I, un petit projet mobile pour avoir un petit truc sur le CV, pour montrer que je m'investissais pour changer de poste, quoi. Et qu'est-ce qui te plaisait, enfin j'ai l'impression, qu'est-ce qui te plaisait pas là chez SAP, c'était que c'était une grosse partie au-delà du pilotage, de paramétrage, plus que de création et de développement. J'ai l'impression que c'est la partie création, la partie développement, la partie à la fin de la journée. J'ai créé un truc, j'ai rajouté une fonctionnalité, ça va être utilisé. C'est ce côté-là qui te manquait? Alors SAP, pour moi, je le vois comme un gros machin, vraiment un espèce de Lego, mais en fois 10, 100, 1000, où finalement, en fait, tu peux pas vraiment créer parce que t'as des versions, du coup, comme c'est que des Lego, t'as différentes versions, ça s'emboîte pas vraiment ensemble, donc faut regarder. En fait, mon rôle, c'était pas mal ça, regarder les versions entre les différentes briques dont on a besoin, et dire faut qu'on installe ça, faut qu'on paramètre ça pour que ça marche, et tout ce qui rentre pas dans les cases, va falloir aller faire du dev qui était délocalisé en Inde, donc après piloter des devs en Inde, et finalement voilà, à part faire de la gestion de version et piloter des devs en Inde, moi ça me laissait sur la faim, quoi. Je savais pas trop finalement ce que j'avais fait dans la journée. Et c'est ce qui m'a décidé déjà de partir du monde SAP, et après au fur et à mesure de avoir toujours cette espèce d'interrogation sur est-ce que finalement qu'est-ce que je fais, quoi. Qu'est-ce que je fais dans la journée? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que je construis? Voilà. C'est ça le moteur. Et donc du coup, au bout de 6-8 mois, pas de news. Donc 6-8 mois, donc ça c'était dans l'autre SS2I, donc qui était Extia à l'époque. Pas de news, si quand même des news, parce que j'avais quand même en contact régulier. Il me disait, mais il me rajoutait des technos. Il m'a même fait passer un faux entretien chez un client. J'avais rencontré le client, on avait discuté, on avait fait des petits tests techniques, ça passait, mais comme c'était un faux entretien, entre guillemets, la mission n'était pas pour moi. Donc finalement, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas tenter ma chance que là où je suis, surtout que moi, voilà, c'était pas ma première boîte, donc j'avais pas peur de tenter le coup ailleurs. Donc je me suis inscrit sous le conseil d'un mec que j'avais rencontré dans cette SSJ. Je me suis inscrit à un meet-up organisé par Arola. Et donc j'y suis allé, je me souviens plus du tout du sujet du meet-up, mais j'ai trouvé ça super cool. Et donc les meet-up, pour le coup, pour Arola, c'est un peu un espèce de un lieu de sourcing pour recruter des devs pour Arola. Et du coup, j'avais été contacté par Arola, on avait discuté, et finalement je suis allé voir. Donc j'ai vu leur philosophie ultra intéressante, où ils parlaient de
qualité logicielle, de maintenabilité, où ils voyaient vraiment le développement comme quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, je m'étais quand même pas mal éloigné du monde du dev et j'avais eu plein d'échos de les devs, c'est un peu les ouvriers 2.0. Voilà, tant qu'il y a le chef de projet qui est là, c'est ce qui compte. Les développeurs, c'est les petites mains qui sont tout au bout de la chaîne, qui fabriquent. C'est pas forcément les gens qui ont besoin de décider ou de réfléchir vraiment à ce qu'ils construisent. Et en rencontrant Arola, en discutant, voilà. C'était qui t'avait je connais un petit peu Arola et leur ADN Craft, du coup. C'était Guillaume que t'avais rencontré, non, Jonathan? j'ai un trou de mémoire. Elle est partie j'ai un trou de mémoire. C'était une fille. Océane? Non. Océane, je l'ai connue aussi, mais j'ai un gros trou de mémoire. En plus, je l'ai sur LinkedIn, c'est vrai que j'ai vu qu'elle a monté une boîte pour faire du consulting en recrutement aussi. Si je me souviens, je le dis à la fin de l'épisode. Du coup, voilà, j'ai rencontré, on a discuté et j'ai trouvé que la philosophie était vraiment intéressante. Cette philosophie craft où finalement le dev, ce n'est pas que des pisseurs de code, hein, si on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient les développeurs comme ça. Où du coup la philosophie c'est remettre le dev au centre entre guillemets de la production d'un produit, où le développeur il doit à la fois faire un produit qui répond aux besoins, qui est évolutif, qui est maintenable. Et du coup j'ai trouvé ça ultra sexy, très attrayant, et du coup finalement j'ai pu intégrer, donc j'ai pas intégré Arola parce que ils étaient en train de monter une filiale qui s'appelle Lacombe du Long-Vert, qui existe toujours d'ailleurs, où la philosophie au début de la boîte, parce que je crois qu'aujourd'hui elle a un peu changé de philosophie. Philosophie, c'était recruter des gens un peu plus juniors, les faire rentrer, les former pendant 4 semaines, formation interne sur toutes les bonnes pratiques, le comportement du craft, etc. Et hop, les envoyer en mission. Donc, c'était plutôt profil junior. Moi, que j'étais un peu en reconversion, donc je suis allé là-bas. Aujourd'hui, je crois qu'ils recrutent plutôt des gens, ils acceptent les gens un peu plus expérimentés. J'y suis plus, donc, mais il y a des gars de là-bas dans mon équipe. Et du coup, finalement, c'est en entrant à la Combe du Lion-Vert que tu t'adhères à la vision du développeur craft, le craftsmanship. Ouais. C'est ça que tu. Bon, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait partie de ton ADN, quoi. Voilà. Donc en fait, entre tous ces événements, bon, il s'est passé un peu de temps. Du coup, entre temps, je suis allé me renseigner aussi de mon côté. J'ai acheté des bouquins, genre celui de Sandro Mancuso, la Software Craftsman, je crois qu'il s'appelle de mémoire. Les classiques Clean Code, etc. J'ai lu quelques bouquins et du coup, finalement, je me suis dit que c'était cool, et c'est pour ça aujourd'hui, effectivement, que c'est une philosophie qui m'intéresse beaucoup et que j'essaye de maintenir là où je suis aujourd'hui. C'est un facteur vraiment important pour moi dans le recrutement. Le mot craft aujourd'hui, peut-être, je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être un petit peu galvaudé. Là, on le met un peu à toutes les sauces. Ouais, effectivement. Il y a sans doute des résumés qui se font entre craft et pratique de tests unitaires et TDD. Pour toi, le craft, tu l'associes, voilà, si on rentre un petit peu dans le détail technique et le détail des bonnes pratiques que tu vas associer au craft, voilà, aujourd'hui un bon software engineer qui se définit comme craft, il fait attention à quoi, il a quoi comme pratique pour lui, pour les autres. Alors je suis d'accord avec toi sur le fait que aujourd'hui le terme craft il est un peu utilisé partout et n'importe comment. C'est un peu comme l'agilité où on parle de méthode agile alors que parfois les gens ils disent Scrum, alors qu'en fait l'agilité il y a pas que Scrum, hein, il y en a d'autres. Scrum est un framework. Et craft pour moi c'est un peu aussi, effectivement ça commence à prend de l'ampleur. Du coup on envoie un peu toutes les sauces. Effectivement il y en a qui disent je fais du TDD donc c'est bon, je suis craft. Il y en a qui parlent de je fais des tests unitaires, je suis craft. Et
Effectivement, pour moi, Craft, pour moi, je le divise en plusieurs catégories, notamment 2 catégories. Il y a tout ce qui est savoir technique et il y a aussi soft skills, comportement. Je vois beaucoup de gens qui ont des connaissances plus ou moins étendues sur la partie technique. Il y en a qui ont très peu de connaissances. Ils parlent TDD. Je vois même qu'ils font un peu le chemin inverse. Alors, ils parlent de DDD, Domain Driven Design, qui est quand même quelque chose qui est assez évolué, en fait, dans la construction logicielle. Et moi, personnellement, je conseillerais pas de commencer par là parce que c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre. Moi, je me prétends pas du tout même DDD alors que je pousse l'équipe à faire du DDD. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je mettrais dans la partie technique, c'est tout ce qui est bonne pratique. Donc, clean code. Donc tous les acronymes buzzwords connus, KISS, YAGNI, etc. Des principes comme SOLID, les 4 règles Forward of Simple Design. Je mettrais aussi tout ce qui est architecture hexagonale ou lambda core, ceux qui font du fonctionnel. Et par contre, dans tout ce qui est soft skills, ça, pour le coup, je le retrouve beaucoup plus rarement et c'est un peu oublié, je trouve, pour les crafts. C'est tout ce qui est intégration dans un contexte chez un client ou même dans un poste en CDI, c'est-à-dire pas uniquement concentrer son métier autour de uniquement faire du dev. En fait, on s'inscrit toujours dans un contexte. On est dans une SS2I, on est chez un client final, on crée un produit, un service, etc. Du coup, il faut s'intéresser au métier, il faut s'intéresser à l'organisation, savoir comment l'organisation est faite. Ça, c'est comprendre un peu le passif. Ça, je le dis parce que je l'ai beaucoup fait aussi moi-même. Quand on arrive dans une mission, en général, on dit bon, on va tout casser, faut tout refaire, c'est de la merde, je ferai comme ça. Et en fait, on peut pas. Du coup, il faut forcément comprendre le contexte, l'historique, pourquoi certaines décisions ont été prises, pourquoi certaines décisions ont été ou sont retardées. Et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, je vois assez peu finalement dans ceux qui se disent craft. Par contre, dans les gens techniquement craft, effectivement, j'en vois beaucoup plus. Moi, aujourd'hui, j'essaie quand je fais remonter quelqu'un sur le projet, j'essaie d'avoir les deux. Après, vraiment sentir la personnalité de la personne, on n'a pas le choix que de travailler avec elle. Donc, j'essaie au moins, à minimum, avoir des compétences techniques. Ok, sur les compétences, enfin sur les soft skills, quand on se définit comme craft, est-ce que la dimension produit est importante ? Ah, c'est primordial. Alors en fait, il y a un article que j'ai lu il y a pas longtemps, il y avait je trouve que c'est un Américain qui écrivait, le titre de l'article, c'est Code First versus Product First. Et en fait, dans l'article, il explique que dans sa carrière, il a croisé des gens qui sont dev pour du code, c'est-à-dire qu'ils vont faire un diamant, que ce soit parfait, peaufiné, ils vont essayer de mettre des patterns dans tous les sens pour que ce soit vraiment c'est un bouquin, quoi, que le code, on crée un bouquin, quoi. On pourrait prendre le code et publier un bouquin sur les bonnes pratiques, et voilà. Et après, il y a les devs qui sont product first, c'est-à-dire que c'est pas forcément c'est pas des devs qui vont y aller en mode bourrin, on y va, pas de test, machin, mais justement, c'est des gens plutôt craft, qui réfléchissent, mais qui savent faire des trade-offs. Qui savent faire des trade-offs. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, on a toujours de la dette technique. Ça, on écrit 2 lignes de code, ça y est, on a de la dette technique. On sait tous. Après, il y a des dettes techniques plus ou moins importantes à régler dans l'immédiat. Et après, il y a aussi des dettes techniques qui sont un peu pénibles dans le quotidien, mais c'est des choses qui peuvent prendre un peu trop de temps à résoudre immédiatement pour un gain qui est dans l'immédiat pas forcément avéré. Donc pour moi, les soft skills qu'un craft devrait avoir, c'est comprendre les enjeux de la boîte. Ça, c'est quelque chose que je comprends
je comprends d'un point de vue dev. Hein, j'étais dans l'autre côté de la barrière. Je m'en foutais un peu du contexte. Moi, je voulais développer mon truc. Mais pour moi, c'est quelque chose qui serait un plus pour les devs, pour les crafts, de s'intéresser au contexte. Un autre soft skill qui est très important, ça pour le coup, je le retrouve un peu plus facilement, c'est chez les crafts, c'est challenger le métier. C'est un peu la théorie du feignant. Hein. C'est genre on demande quelque chose à quelqu'un, on dit est-ce que t'en as vraiment besoin ? Est-ce que t'en as besoin comme ça ? Bon, parfois c'est un peu pénible, mais dans la plupart du temps c'est intéressant et en fait ça permet, je trouve ça important que les devs challenge le métier. Comme ça, ils comprennent le métier, ils savent pourquoi et pour qui ils développent. Et du coup, ça fait un produit vraiment adapté. Si tout le monde comprend ce qu'il fait et pourquoi il le fait, ça fait qu'on gagne du temps. En fait, l'équation elle est ultra simple. C'est que si les devs comprennent ce qu'ils font, ça veut dire qu'ils vont écrire du code compréhensible et un gain immédiat. Quelqu'un monte sur le projet, il lit le code, il peut être productif ultra rapidement. On n'a pas besoin de prendre 6 mois, peut-être un peu moins, j'exagère un peu, mais on dit souvent qu'il faut plusieurs mois à quelqu'un pour intégrer un projet. Ouais, ça, on l'entend souvent, ouais. Ouais, bah moi j'ai des gars, au bout de 2 jours, ils me disaient bon, je prends quel ticket. Et je dis pas que notre code il est parfait, hein, je pense qu'il n'y a jamais de code parfait. Surtout que personnellement, je trouve que dans le dev, il y a une grosse partie, c'est de l'appréciation personnelle. Donc il y a des choix, c'est des choix personnels entre guillemets, c'est de l'équipe. Moi, j'essaie d'avoir que toute la partie appréciation personnelle. J'essaie que ce soit des décisions d'équipe. Mais du coup, voilà, en fait, à force qu'on prenne des décisions communes, que finalement, on essaie de faire en sorte que le code soit le plus compréhensible pour tous, d'un point de vue technique et métier. Ça fait qu'il y a des gars qui arrivent à monter très vite en compétence sur le projet. Toi, ta courbe d'apprentissage, elle est de quelques jours à quelques semaines max, quoi. Quand je fais monter quelqu'un, ouais, un dev, c'est bien que pour moi, l'indicateur, c'est si au bout d'une semaine ou deux, même une semaine, il prend un ticket, c'est que c'est plutôt bien. Même si on a un métier très complexe. Ça paraît très challengeant, mais en fait, pour l'instant, je crois pas avoir eu de personne qui a mis plus de 2 semaines à monter sur le projet. Du coup, tu me dis, même si on a un métier complexe, bah, c'est peut-être l'occasion de parler du métier de la foncière numérique. Enfin voilà, aujourd'hui, t'es CTO de la foncière numérique. Tu parlais de ce contexte métier-là, donc c'était un contexte métier compliqué. Qu'est-ce que ça fait et en quoi c'est compliqué la foncière ? Alors déjà, faut savoir que moi, je pense que je suis un bébé CTO, donc j'ai eu de la chance, on m'a fait confiance très rapidement en rejoignant la foncière numérique, parce que là, ça va faire bientôt 2 ans que je suis là. Je suis arrivé plutôt en tant que dev tech lead et je suis monté rapidement en tant que CTO. Comment ça s'est passé en fait cette transition ? Pourquoi toi enfin voilà comment elle s'est faite ? Alors en fait, il faut savoir que la foncière numérique a à peu près 4 ans d'existence et ça a été monté sur l'idée de plusieurs personnes qui ont toujours travaillé dans l'immobilier d'entreprise. Donc on travaille principalement dans l'immobilier, entreprise, sociale, voilà. Et en fait, ça a été monté. Ils ont été accompagnés, les fondateurs ont été accompagnés par une SS2I pour monter le POC très rapidement de la boîte. Et donc après, à partir de là, ils ont continué. Moi, je suis arrivé. Donc, comme je disais, on a toujours de la dette technique, on a un peu de dette technique, sauf qu'on est une petite boîte, il faut avancer très vite. Sauf que je me suis aperçu qu'il manquait quelques petits trucs d'industrialisation, quand même, qui étaient importantes. Par exemple, l'architecture hexagonale, c'était pas totalement ça sur tous les services qu'il y avait. Ils étaient partis en microservices. C'est la mode et c'est plutôt intéressant. Là, dans notre contexte, en tout cas, microservices, c'est intéressant. Du coup, voilà, je me suis dit là, il faut avancer très vite, mais en même temps, si on avance très vite, je pense qu'il y a un moment, on va se prendre un mur. Forcément, on essaie de mesurer la dette technique. La boîte était pas vieille, donc je me suis dit il y a certains trucs, faut qu'on les traite maintenant, comme ça, c'est un gain pour l'avenir.
Sauf que j'arrive et je dis faut refaire ça, pas de sortie de valeur ajoutée. Au début c'était t'es sûr, est-ce que faut faire ça? Donc je leur ai dit là vous savez il y a une dizaine de microservices, on va faire un pari. Normalement la philosophie du microservice c'est qu'on peut refaire entièrement un microservice en quelques sprints. Sans que ça impacte les autres. Sans que ça peut impacter les autres. Mais voilà, dans la mission où j'étais avant d'être à la foncière, voilà, c'était un peu la philosophie du microservice. Donc je me suis dit on va essayer et ça marchait plutôt bien. Du coup, on va essayer de faire la même chose. Donc on fait un pari. Il y a plusieurs microservices à architecturer. J'ai fait un truc pas bien. On fait un pari. Je fais un tunnel, je vous dis 3 semaines, je refais ce microservice. Et on demande à l'équipe s'il est plus évolutif. Pourquoi tu te dis j'ai fait un truc pas bien? Parce que je suis parti en tunnel tout seul. Ça, pour moi, c'est un truc, effectivement, je l'ai fait plusieurs fois à la foncière parce que quand on va tout seul, on va plus vite. Mais le truc, c'est que le reste de l'équipe connaît pas le code. T'es parti en tunnel tout seul en développement. C'est toi qui as développé en fait. Voilà, c'est moi qui développais le truc. D'accord. Ça, c'est un truc pas bien. C'était un pari. Je dis c'est un petit microservice, c'est pas bien. Je vais essayer d'avoir des bonnes architectures, essayer d'impliquer tous les principes pour que ce soit compréhensible. Donc j'ai fait le pari, j'ai tenu le pari. Donc j'ai sorti le truc ultra rapidement. Et du coup, la direction m'a dit ok, c'est faisable. Et voilà, chemin faisant, c'est comme ça que j'ai pu inclure de la dette technique progressivement, tout en essayant de délivrer la valeur. D'inclure des chantiers de dette technique, enfin des chantiers de refacto et de refonte pour baisser la dette technique. Voilà, c'est comme ça que tu as pu petit à petit la vendre, quoi. Exactement, tout en incluant des tickets qui rajoutent de la valeur. En fait, voilà, les petites boîtes, les startups, forcément, elles veulent aller très vite, délivrer de la valeur à toute vitesse pour pouvoir servir les clients. Ça peut marcher, mais je pense qu'il faut quand même parfois lever le pied, se dire qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que on va bien ou est-ce qu'il faut un peu rectifier le tir. Donc là, il fallait un peu rectifier le tir. Donc je leur ai montré que c'était faisable. On l'a fait. Et aujourd'hui, ça marche bien. Les applications, elles sont toujours là. Bon, ça fait pas non plus 25 ans, mais elles sont toujours là. On arrive à les faire évoluer assez facilement. Et ça roule. Donc du coup, toi, c'est le tournant de ton poste à la foncière en passant de tech lead vers CTO, c'est en te faisant remarquer en réussissant ces projets et en amorçant ces projets de refonte technique et en faisant ces propositions-là et en montrant que ça apportait de la valeur à la fois technique et fonctionnelle, qu'on t'a proposé le poste en fait. Voilà, donc il y avait exactement. Il y avait aussi un autre facteur qui a fait que ça contribuait à monter sur le poste de CTO, c'est que en fait il y a un directeur de la R&D aujourd'hui qui, en plus de mon poste, englobe la partie intelligence artificielle. Donc, je m'occupe pas vraiment, mais en fait on travaille avec eux, mais je m'en occupe pas plus que ça. Je leur donne des conseils de temps en temps, mais enfin je fais intervenir des gens chez eux de temps en temps, mais voilà. Donc ce directeur de R&D, c'est un des fondateurs de la boîte et comme on n'est pas une très grosse boîte, il fait pas que ça. Il fait plein de choses. Il est partout dans tous les sens, donc il n'avait pas forcément le temps de, par exemple, faire passer des bons entretiens. Donc il faisait confiance au SS2I. Après la mouvance Craft, lui il connaît, mais sans plus. Il connaît surtout parce qu'il a travaillé avec des gens Craft, mais lui il est pas forcément formé là-dessus. Donc j'ai aidé au recrutement. Typiquement, j'ai dit là il y a 3 juniors, on est 2 seniors, on va commencer par inverser le truc. On va mettre 3 seniors pour un junior. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
le fait d'avoir cette configuration, c'est que le junior, en fait, il peut aller voir n'importe quel senior pour monter en compétences. Pendant ce temps, les autres seniors, ils peuvent produire. Si on inverse, le senior, il peut plus produire, il va faire se passer son temps à faire monter en compétences les juniors. Donc quand on est dans une phase où il faut aller vite, mettre plus de juniors que de seniors, pour moi, c'est un peu risqué. Après, on peut tomber sur ça arrive, des super juniors, hein. Mais du coup, là, j'aurais proposé d'inverser la tendance et du coup de les aider en recrutement et notamment en faisant passer des entretiens un peu plus craft. Donc, on n'a pas aujourd'hui, j'ai toujours pas de process bien défini avec des exercices, etc. Mais voilà, c'est plus sur la forme de questionnaire, discussion sur les gens, est-ce qu'ils s'y connaissent, comment ils pratiquent, comment ils mettent en place, comment ils voient la chose, quoi. Ok, donc toi, ton filtre, c'est est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est craft, quoi, au sens compétences techniques et au sens également soft skill et au sens est-ce que je pense un peu produit. Exactement. J'ai pas la discussion. En fait, le principe il est assez simple. En fait, c'est que je prends le CV, je le lis pas forcément d'avance. J'avoue que c'est pas mal par flemme. Mais du coup, pendant l'entretien, je prends des mots clés au hasard dans le CV. Et j'essaie de voir si la personne déjà pas mis ce mot-clé parce que c'est un buzzword où il l'a vu hier. Voilà. Et du coup, essayer de parler de la techno. Genre, typiquement, nous on utilise Spring. Et si je vois Spring sur un CV, je demande qu'est-ce que c'est Spring. Je demande pas forcément d'avoir la réponse. Moi, j'ai pas forcément non plus toujours la réponse. Mais si la personne a la réponse, j'essaie d'aller un peu plus loin. Genre, je demande est-ce que tu sais ce que c'est l'AOP, est-ce que tu sais comment Spring implémente l'AOP, etc. J'essaie d'aller plus loin jusqu'à ce que la personne s'arrête ou justement va plus loin que moi. Et autour d'une discussion. Quand elle va plus loin que toi, c'est bon signe. En général, c'est que c'est plutôt bon signe. Ça arrive, hein, ça arrive. Il y en a genre dans mon équipe, le mec, il a dû éplucher le code du JDK, quoi. Bon, peut-être un peu exagéré, mais le mec est très pointu sur la JVM, sur tout ce qui est optimisation Java. Et du coup, les entretiens, j'essaie de les tourner un peu comme ça. Ça peut être déstabilisant. Je sais que les gens aiment pas trop le mode de questionnaire technique, donc j'essaie d'être un peu expliquer les principes de l'entretien. En fait, le but, c'est ce que j'essaie de repérer, c'est est-ce que les gens comprennent ce qu'ils utilisent ou essaient de comprendre ce qu'ils utilisent et de savoir pourquoi ils l'ont utilisé. Parce que ça m'est arrivé plein de fois de tomber sur des gens qui disaient tech lead, super senior, ou je leur ai dit mais du coup Spring, ça marche comment? Juste question très bateau. Qui est effectivement un peu, ça peut paraître comme un piège, mais en fait, juste le mec qui répond n'importe quoi, qui se rapporte à Spring, je fais OK, il essaie de comprendre comment marche Spring. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où quand je pose juste cette question, les mecs ils disent c'est un framework et voilà. Ça arrive. Bon, c'est un peu léger là. Pour en expérimenter, pour moi en fait, je me dis il y a quelqu'un qui se vend comme tech lead, comme senior. Je me dis si moi je suis junior et que j'ai un problème sur Spring et que je peux pas te poser de questions sur Spring, en fait c'est embêtant, quoi. Donc voilà, en fonction du profil que je recrute, j'essaie de savoir si en fait les gens ils se sont intéressés en fait aux outils qu'ils utilisent. Un peu comme un artisan, un craft en fait. Un artisan peintre, il va pas utiliser le premier pinceau qu'il va trouver chez Carrefour, quoi. Il va choisir ses pinceaux, sa peinture, etc. Donc c'est pareil pour moi, un dev qui se dit craft, il va essayer de comprendre les outils qu'il utilise. Et du coup, c'est ce que j'essaie de repérer en entretien. Lors des entretiens, ok. Et donc, tu as participé petit à petit à aider au recrutement d'une partie de l'équipe ou de l'équipe. Et à ce moment-là, tu es CTO ou ça vient après, du coup? Ça vient après. CTO, c'est arrivé cette année. Je suis encore un bébé CTO. En fait, j'étais... Ah, tu tiens au bébé CTO. Ah, j'y tiens au bébé CTO. En fait, j'étais externe et on m'a proposé d'être interne en étant CTO. Ça fait depuis quelques mois. Et depuis, je suis CTO et effectivement,
Ça s'est fait progressivement aujourd'hui. Dans les faits, qu'est-ce que j'ai en plus? Je dev moins, effectivement. Tu continues de développer? J'essaie de garder du temps. C'est assez variable en fonction des semaines. Il y a des semaines où j'arrive à avoir, 30-40% de mon temps quand même, où je fais du dev. Il y a des semaines où j'ai 10%, et des semaines où j'ai peut-être 1 heure. Je crois qu'il y a 2 semaines, j'ai eu 2 heures pour développer. Ok, mais toi, c'est important pour toi de garder un pied dans la technique, de pouvoir garder un peu de l'opérationnel. J'aime bien ça. Donc j'aime bien essayer de comprendre comment marchent les applications, comment marchent nos applications. Je veux pas être largué, surtout que en fait, je participe quand même pas mal aux réunions d'équipe. Donc si je veux avoir mon mot à dire, faut que je comprenne comment ça marche. Et en étant juste tout le temps au-dessus de l'application, je pourrais plus comprendre comment ça marche. Et du coup, pour avoir un petit ordre d'idée de la fonction numérique aujourd'hui en termes de taille d'équipe, d'organisation, périmètre applicatif, c'est quoi? Alors aujourd'hui, en fait, on a la fonction numérique. Il y a deux. En fait, on a racheté une entreprise qui s'appelait Labéo, qui est à Toulouse, qui fait partie maintenant de la fonction numérique. Le tout représente une centaine de personnes, et chez les devs, il y a une quinzaine de personnes à Paris, et à Toulouse, ils doivent être une dizaine. Donc voilà, moi ça me fait une quinzaine de personnes à Paris et une dizaine à Toulouse environ. En termes de scope applicatif, parce que nous, du coup, en fait, l'idée de la foncière numérique, c'est... Et oui, parce que tu as réussi à squeezer une de mes questions d'il y a à peu près 15 minutes. Effectivement, je me rends compte maintenant. C'est quoi maintenant. votre métier? Quoi il est compliqué? Notre métier, en fait, on se place dans l'immobilier. Alors, en fait, le constat des fondateurs, c'est... parce qu'ils ont longtemps, voire tout le temps travaillé dans l'immobilier, c'est l'immobilier, c'est beaucoup d'acteurs. Si on prend un exemple d'un particulier, on est propriétaire ou locataire, on a une agence qui s'occupe de la vente ou de la colocation. Ensuite, on a les entretiens. Si on est chauffé au gaz, entretien de la chaudière. Après, il y a les entreprises qui vont faire des travaux. Il y a des trucs à droite à gauche. Si on est propriétaire pour de l'investissement locatif, il y a de la gestion locative avec. Ça, c'est au niveau particulier. Si on prend au niveau pro, c'est pareil, mais avec un facteur exponentiel. C'est un peu raccourci. Mais globalement, grosso modo, c'est ça. Ça veut dire qu'on se retrouve vite avec des dizaines et des dizaines d'acteurs différents. Surtout quand les professionnels de l'immobilier, par exemple, gèrent que ce soit de l'immobilier d'entreprise ou même du social, ils ont des millions, des milliers ou des millions de mètres carrés ou de logements à gérer. Du coup, il y a plusieurs prestataires différents en fonction de géographiquement où se trouvent les mètres carrés. C'est pas forcément les mêmes prestataires, donc il faut gérer tout ça. Inévitablement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il peut y avoir des erreurs de données. Ça peut être tout bête, des surfaces qui sont pas les mêmes entre deux systèmes. Ça peut être aussi de la perte d'informations, du temps pour rechercher des informations. Je crois que les fondateurs, ils avaient estimé à environ 2 semaines pour trouver une information quand on cherche une information en tant que professionnel de l'immobilier. 2 semaines? Ça peut être très long en fait. Effectivement, quand on est asset manager et qu'on gère un portefeuille d'immeubles, si on veut avoir par exemple le détail de pourquoi ce trimestre-là il y a eu des différences dans les dépenses, c'est-à-dire qu'il faut récupérer potentiellement toutes les factures, recouper avec les devis signés de prestataires, etc. Il semble que ça peut être long. Donc il y a des entreprises qui sont plus ou moins organisées avec des systèmes qui couvrent une partie du métier ou une autre partie du métier. Mais très rapidement, en fait, ça peut être très long. Parce qu'il y a plein d'acteurs dans la chaîne, et en fait, donc la chaîne elle est très longue, et avoir des données, ça peut être compliqué et long. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une plateforme qui va venir en appui à tous ces métiers pour rendre
qui est tourné autour de la data pour rendre cette donnée cohérente, fiable et pour faire de la décision. Donc ça, dans tout ça, il y a une partie des applications qui est développée à Paris, qui est très tournée autour du décisionnel. Par exemple, on a une application qui présente un dashboard sur un suivi de patrimoine, grosso modo, sur par exemple des différents axes, axe financier, un axe d'occupation, axe énergétique. Par exemple, un exemple d'indicateur, c'est savoir à combien de pourcents ton patrimoine est loué ou vacant. Et la partie Toulouse, eux, ils développent une suite logicielle qui est très centrée autour du plan, qui est de la donnée, qui reste de la donnée et qu'on fait communiquer, tout ça. Mais ils ont historiquement, ils avaient construit et du coup, on continue à faire évoluer cette partie logicielle qui est autour des plans, plan 2D, plan 3D. Mais c'est pas que des plans qu'on imprime. En fait, c'est des plans où on peut voir qu'on appelle composants du patrimoine. Donc, c'est-à-dire par exemple où est ta chaudière, quel âge elle a, est-ce qu'il faudra la changer dans X années. Donc là, on rentre dans les plans prévisionnels de travaux. Donc c'est des plans. En fait, l'idée c'est que on puisse avoir un état de tout le patrimoine à un instant T, voire à un instant T plus 1. Donc T plus N, et que tout ça communique. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend par exemple des super tours de la Défense, qui sont toutes petites, hein, quand on a 34 étages où tu as des centaines de portes, et tu dis, il y a un PC sécurité qui a perdu le passe-partout. C'est pas une porte qu'il faut changer, hein, c'est des centaines de portes. Du coup, ça rentre dans des budgets, etc. Et puis il faut suivre quelle porte a été changée, quelle porte n'a pas été changée. Du coup, nous, on essaie de... Ça, c'est quelque chose qui est... j'imagine le Tour de la Défense, c'est un exemple pris au hasard. Mais c'est arrivé, ce genre de... c'est des cas d'usage? En fait, je l'ai pas entendu en étant à la Foncière Numérique, mais par contre, mon ancienne mission où j'étais à la Société Générale, il y a eu des rumeurs comme quoi ça peut arriver. Mais je suppose que ça peut arriver, hein, comme on perd notre badge, je pense. Ouais, on n'imagine pas les conséquences. Ah ouais, mais les conséquences, effectivement, quand il y a des centaines de portes parce que quelqu'un a perdu le passe-partout, ça chiffre très vite. C'est comme autre exemple tout bête, hein, on a tous repeint un pan de mur chez nous ou une pièce. On va à Leroy Merlin, on achète un pot de peinture de 10 litres. À 40, 50 euros, je sais pas quels sont les prix. On multiplie ça par une tour, ou même un immeuble 6 étages type Haussmannien à Paris. C'est pas 10 litres de peinture qu'il faut. Donc c'est plus 40 euros. Et multiplier ça par un parc immobilier entier, en fait, c'est des sommes colossales qui sont en jeu. Ouais. Du coup, en fait, nous, l'enjeu, ce qu'on veut, c'est de pouvoir aider tous ces métiers à gérer le patrimoine. Les aider, leur faire gagner du temps, en fait, pour qu'ils puissent se concentrer, en fait, là où ils ont le plus de valeur ajoutée. Typiquement, eux, ils sauront vraiment gérer le patrimoine. Mais s'ils doivent passer du temps, en plus, à aller chercher la donnée, je me souviens plus, ce truc, où est-ce qu'il est, ils perdent du temps. Donc ça, c'est le métier, que fait la Foncière Numérique. D'accord, ok. Et alors, il y a tes gros enjeux, toi, métier, j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu d'actualité, justement, dans le métier qui allait peut-être t'impacter. Effectivement, il y a les enjeux classiques, hein, tout ce qui est gestion financière, hein, comme je parlais, hein, tout ce qui est notamment travaux, parce que c'est un gros enjeu les travaux. Mais là, il y a des enjeux qui sont d'actualité et de plus en plus d'actualité, qui seront encore plus importants demain. C'est tout ce qui est environnement. On parle de ESG. Alors, je me rappelle plus de l'acronyme, hein, faut pas me demander. Mais un exemple, c'est tout ce qui est DPE. DPE, le petit cycle que vous avez quand vous louez ou achetez un logement. En fait, tout le monde doit l'avoir. Et en fait, la conséquence des mesures et de l'environnement, toutes ces mesures autour de l'environnement et aussi de la prise de conscience de l'environnement, c'est que ce cycle DPE,
certains professionnels et même particuliers, hein, quand on emménage dans un appartement, on voit la note F, on fait ça, voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et ben ça va devenir important. Ça va être un facteur de valorisation ou de dévalorisation d'un immeuble. Si un immeuble est trop énergivore, ou c'est un puits de chaleur, un puits d'électricité, en fait c'est mal isolé, et ben en fait ça va être des immeubles qui vont forcément perdre de la valeur, puisque en fait les gens qui vont soit louer ou soit acheter, ils vont se dire en fait moi pour chauffer, ça va me coûter un bras. Voilà, en fait l'énergie ça va avoir un impact financier, mais aussi du coup environnement. Donc je dis l'énergie, mais en fait c'est tout ce qui tourne autour de l'environnement. Un autre exemple, c'est à une époque lointaine, on construisait des bâtiments en pierre ou des statues en bronze, etc. Et en fait, quand on voulait reconstruire un monument à la place d'un autre, on démontait le monument, on réutilisait les matériaux et on construisait le nouveau bâtiment. Pour les statues en bronze, c'est connu, je crois que c'était à la Révolution de 1789, ils ont déboulonné plein de statues en bronze pour les faire fondre, pour les jeter en boulet de canon. Aujourd'hui, là, depuis quelques décennies, en fait, l'habitude, c'est plutôt dès qu'on veut construire quelque chose de neuf, on détruit et on reconstruit à la place. Donc toi, tu dis que là, le futur de la construction, enfin voilà, c'est qu'on est au début d'une transition assez forte du monde de la construction et du bâtiment. On va plus automatiquement raser les bâtiments et on va repartir sur de la réutilisabilité. Alors je sais pas si c'est aujourd'hui ou dans 10 ans. Je sais que en fait j'avais assisté à une conférence et c'est une personne. Je suis très nul en nom, alors je me souviens toujours pas du nom, qui a soulevé cette problématique, qui effectivement, outre la valeur financière de aujourd'hui. Que ce soit une maison ou un immeuble entier, de jeter les matériaux de construction, c'est du gâchis, en fait. C'est du gâchis. Il y en a qui sont récupérables, il y en a qui sont pas récupérables. Et quand on voit que, par exemple, aujourd'hui, il y a des grosses pénuries en bois, où le bois, je crois qu'il a pris 260% en quelques semaines, quelques mois. Moi, je me dis, en tout cas, ce serait bien que, effectivement, outre cette question uniquement d'énergie d'isolation, ou qu'on connaît par exemple, qu'on se pose la question de ces matériaux réutilisables. Et du coup, cette personne qui parlait de ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Et peut-être que du coup, nous, demain, si on se dirige aussi vers ce genre de choses, forcément, ça va nous impacter. On peut imaginer, moi j'imagine demain peut-être l'application le petit service qui essaie de conseiller sur les matériaux à utiliser parce que c'est des matériaux écolos, ça peut être envisageable. Donc ça, c'est des choses qui vont t'impacter dans le futur et dans le plus court terme ou plus moyen terme. Enfin, la fusion, le rachat qu'il y a eu avec la société à Toulouse, j'imagine que c'est des synergies à recréer, des fusions de SI, donc ça c'est beaucoup de travail aussi. Ouais, effectivement, en fait, tout ce qui est rachat, on le sait, hein, c'est toujours assembler des mondes entre eux. Donc là, l'enjeu, c'est d'homogénéiser les pratiques, d'échanger, de travailler ensemble. Voilà, avec des produits qui ont été développés séparément, pouvoir faire communiquer tout ça et tout en faisant monter en compétence d'un point de vue fonctionnel et technique toutes les équipes, quoi. Parce qu'en fait, ça paraît Toulouse, c'est pas loin, hein, géographiquement, mais il y a quand même de la distance, donc c'est pas toujours évident. Quand tu dis tu vas faire monter en compétence les équipes, est-ce que tu imagines dans ton orga cible que les équipes de Paris qui étaient sur un périmètre fonctionnel, enfin les périmètres ils étaient assez bien délimités fonctionnellement, hein, le plan c'est différent de ce que vous faisiez à Paris, que tes équipes parisiennes travaillent également sur les softs toulousains et vice versa, enfin que ce soit un soft comme moi, ce serait mon idéal. Je sais pas si c'est faisable parce que je me perçois quand même à force que les quelques centaines de kilomètres qui nous séparent, c'est comme un frein en fait parce qu'on se voit pas tous les jours.
Enfin, on se voit en visio et donc c'est pas pareil. Mais j'imagine, par exemple, en fait, il y a un pan du métier de l'immobilier qui est très important, c'est que ça génère énormément de documents, tout ce qui est beau, contrat, etc. Et du coup, forcément, quand on a des plans, en fait, quand on dit qu'on veut mettre une chaudière, on va facturer la chaudière, peut-être on veut l'attacher au document. Et à Paris, nous, on a aussi une GED qui est très tournée autour de l'immobilier. Et en fait, pour faire communiquer tout ça, forcément, il y a du travail commun pour éviter de refaire deux fois la même chose. Donc aujourd'hui, c'est plutôt tendance à dire, quand il y a un dev, c'est plutôt l'équipe Paris qui prend ou l'équipe Toulouse. Mais moi, j'aimerais bien, je sais pas si c'est faisable, mais on va peut-être tenter le coup, de parfois faire des échanges d'équipes où on fait du pair programming entre Paris et Toulouse. Ça se fait pas encore, ça. Ça fait partie ça se fait dans le cadre des formations. Parce qu'en fait, ça c'est un truc aussi que j'ai mis en place dès que je suis arrivé. C'est des cycles de formation. C'était sur pas mal autour du craft. Après, ça peut être autour d'autres trucs. Les gens, je laisse les gens proposer. Donc, il y en a qui sont volontaires pour présenter des sujets. Par exemple, récemment, il y a eu une présentation où j'ai pas pu assister sur le contract testing. C'est quoi le contract testing ? C'est un niveau de test où on met un test de contrat entre différents services. Ça peut être entre front et back ou entre back et back, enfin entre des services qui communiquent entre eux. On met un espèce de test. C'est un peu, pour résumer de manière simple, c'est un peu comme le WSDL de communication SOAP. Donc en fait, dès qu'on pète un contrat, si quelqu'un change une API, ça pète un test. Et du coup, on le voit, on peut... ça passe plus et tu le sais, quoi. Voilà, tu le sais. Et puis l'autre équipe en face, ou même si c'est la même équipe, voit quel service en face il y a l'autre morceau du contrat. Donc c'est un niveau de test qui peut être intéressant à mettre. Moi, je l'avais mis dans l'ancienne... Enfin, c'est pas moi qui l'avais mis, mais je maintenais des tests de contrat qui avaient été mis en place dans mon ancienne mission. Et du coup, les gens sur place ici ne connaissaient pas forcément, et il y a quelqu'un qui se portait volontaire pour présenter. Et du coup, avec le rachat, j'ai inclus la partie Toulouse dans ce cycle de formation. Et c'est là où on essaie de faire un peu de pair entre Paris et Toulouse. Ça marche après en fonction des personnalités. Il y en a qui sont plus ou moins timides, comme ils ne sont jamais vus en vrai. Ça met un peu de temps à démarrer, mais ça marche. Ok, donc un des objectifs dans l'Orgasip, c'est demain t'as plus 2 équipes, mais t'as une équipe, quoi. Voilà, exactement. Une équipe, et les barrières géographiques, il y en a plus, quoi. Ouais, ce serait bien. C'est-à-dire que tout le monde connaît tout d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue fonctionnel. C'est-à-dire que les devs deviennent experts métiers. Ça, ce serait... C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils développent. C'est-à-dire que même eux, ils vont proposer des idées. Alors le jour où un dev propose une idée fonctionnelle pertinente, moi je trouve ça bien. C'est-à-dire que la personne s'est vraiment intéressée à là où il était. J'ai une petite question, je reviens parce que tu t'as parlé de formation, de cycle de formation et de formation craft. Et je me posais la question, est-ce que toi, ça fait partie de ton ADN et ta manière de... ça te tient à cœur. Est-ce qu'il y a des contextes où le craft n'est pas adapté, selon toi ? Ou est-ce que c'est adapté tout le temps ou pas ? Alors, en fait, le craft, pour moi, la théorie est bien. Il y a des trucs, c'est théorie. Faut pas toujours... faut vraiment mettre quand s'adapter. Donc c'est plein de petits principes. Si par exemple on prend les design patterns du Goff, je sais pas si on peut faire vraiment intégrer ça dans les principes craft, mais bon, maintenant on met un peu tout et n'importe quoi. Les patterns, par exemple, pour moi, faut pas toujours les utiliser. Moi, je suis plutôt, on va dire entre guillemets, anti-pattern. C'est-à-dire qu'en fait, un pattern, le problème, c'est que c'est de l'abstraction. L'abstraction, c'est compliqué à comprendre. Donc, je préfère essayer de faire un truc très spécifique. Et si jamais on voit qu'il y a quelque chose de générique qui se dessine, on va le faire. Donc, pour moi, la question n'est pas est-ce que faut
mettre en place du craft ou faut pas en mettre en place. Pour moi, il faut en mettre tout le temps en place. Après, c'est qu'est-ce qu'il faut en mettre en place et à quelle vitesse il faut mettre en place. Parce que c'est quand même dans une équipe qui n'a jamais pratiqué, c'est des concepts nouveaux, c'est une nouvelle manière de réfléchir le code, une nouvelle manière de l'implémenter. Au début, ça peut donner l'impression qu'on perd du temps. Et du coup, il faut y aller progressivement. Donc la question, c'est plutôt comment on met en place est-ce qu'il faut le mettre en place ou pas. C'est quoi les murs qu'on peut se prendre? Les murs, en fait, c'est casser les habitudes. Ça, c'est parfois, on sait très bien quand on a des habitudes, revenir sur ces habitudes, ça peut être difficile à changer. Comme quelles habitudes, par exemple? Alors typiquement un truc ça m'arrive plus rarement, où quelqu'un pour essayer de tester l'application, tester en local c'est bien, hein, démarrer l'application, mais pour tester une petite fonction, quelqu'un il écrit un petit main dans un coin pour démarrer l'application, mais que sur le morceau qu'il a développé. Voilà, ça c'est des habitudes que on peut avoir, ou là comme ça. Je saurais pas trop, j'aurais pas trop d'autres exemples. Il faudra que ça me revienne en tête, mais voilà, il y a aussi les questions qu'on se pose. Il y a un truc qui a un mauvais réflexe pour moi, c'est de pas se poser de questions. On a une tâche à faire, une feature à développer, et on y va. Et c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de comprendre la feature. On n'essaie pas de faire un petit peu d'architecture, ça peut être un tout petit bout d'architecture sur le morceau qu'on veut faire, mais pour moi il faut quand même prendre le temps un peu de réfléchir, même si on essaie de faire le plus simple. C'est que justement, en fait, je pense que si on y va tête baissée, on va tout de suite partir dans la technique, imaginer des cas et des cas et des cas, et en fait finalement on n'a pas besoin. Ça c'est pour le coup, c'est une grosse habitude, je pense que à casser qu'on peut facilement avoir. On est tech, on se dit bon, pour voir ce que ça donne, je vais développer. Et au final, c'est peut-être pas la première chose à faire. Et d'autres murs que casser les habitudes? D'autres murs, c'est l'apprentissage, parce qu'il y a des concepts qui sont plus ou moins abstraits, plus ou moins complexes à retenir. Typiquement, quelque chose qui peut paraître tout bête, mais qui est vraiment compliqué, c'est l'ubiquitous language. C'est avoir la même langue. Au final, ça fait, ça paraît bête, hein, mais il y a plein d'équipes, que ce soit dev et non dev, hein, qui parlent d'un truc et en fait, au fur et à mesure de la circulation d'informations, on sait plus ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, chacun a ses acronymes, ses petites habitudes de langage, etc. Et ça peut commencer facilement par l'équipe de dev, parce que ça se retranscrit dans le code pour moi. Ce langage, définir un langage commun, c'est un frein. On a très vite fait d'être feignant sur le nombre de touches qu'on tape, mettre des acronymes. Et moi en général quand je vois des acronymes, je dis en fait tu vas perdre 10 secondes à écrire le terme en entier, mais demain c'est peut-être 10 minutes de gagner à celui qui arrive sur le code qui va se poser la question sur ce que veut dire l'acronyme. Et voilà, perdre ça c'est une difficulté à casser, enfin un mur à briser, c'est d'avoir un langage commun. Et c'est tout bête, mais c'est très compliqué. Très compliqué d'avoir un langage commun. Et est-ce que tu vois d'autres difficultés ou c'est déjà bien? Bon, après, il y a des difficultés classiques de monter en compétences techniques. Il y a différents, c'est de l'exercice. Après, pour moi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut pas avoir peur. En fait, le tort, ce serait de se dire. Moi je suis junior, du coup je dis rien, j'essaie de suivre la tendance, voilà. Alors que même quelqu'un qui est junior, il peut avoir des remarques qui sont pertinentes, et voilà, donc ça c'est aussi des trucs qui peuvent paraître complexes, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Ah bah alors là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. T'aurais presque pu me tendre c'est un pont d'or vers mes petites questions rituelles de la fin. Est-ce que tu as un proverbe autre que c'est en forgeant qu'on devient forgeron? Alors effectivement, j'en ai un. C'est le désir de savoir est naturel au bon, de Léonard de Vinci. Mais en fait, la fois que je t'ai dit ça, je me suis dit, en fait, c'est vrai que c'est bizarre comme citation. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas la bonne citation. La vraie citation, c'est le désir naturel des hommes bon est la connaissance. Ça paraît très prétentieux comme ça, et on peut le voir comme prétentieux, mais moi je l'interprète un peu à ma sauce. C'est que c'est une philosophie que j'essaie de m'inculquer. C'est-à-dire j'essaie de toujours apprendre, d'essayer d'aller vers des sentiers inconnus, de jamais stagner. Si je stagne, je vais partir. C'est un peu parce que j'ai fait quelques boîtes quand même. J'ai pas une longue expérience, j'ai une petite dizaine d'années d'expérience, mais j'ai quand même fait différentes boîtes, et en fait à chaque fois que je me suis senti en train de stagner, bah je suis allé voir ailleurs. Et pour moi c'est la philosophie. Là aujourd'hui, ce challenge managérial et aussi que j'ai avec l'équipe de Paris et de Toulouse, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui m'intéresse, aller sur des trucs inconnus. Eh ben, ça pourrait presque être un chouette pot de la fin. Ce qui t'intéresse, c'est des challenges inconnus. Et je te pose une petite question. Toi qui as un parcours, du coup, pas forcément linéaire, et voilà, aujourd'hui, chef de projet, dev, puis CTO, si dans 3, 4, 5, 10 ans, tu repars sur un autre poste, est-ce que ça pourrait être repartir vers le développement? Moi, je pense que je vais essayer de garder un pied dans l'opérationnel. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit tu t'es plus opérationnel, t'es plus dev, mais j'essaye de les contredire. J'essaie de garder un pied dans le dev, ou même si c'est 1 heure par semaine, essayer de faire. Je sais que c'est pas forcément très bien pour l'équipe, parce que du coup, je prends un petit ticket au hasard et hop, je le balance. Mais ça plombe parfois ça pète la vélocité, mais j'essaie de garder un pied devant l'opérationnel. Donc si demain, moi je me dis ouais, pourquoi pas en fait, si demain il y a un truc qui est intéressant. Aujourd'hui mon challenge de CTO il m'intéresse, mais je vois pas le truc forcément comme monter, descendre. Classiquement on dit bah il faut monter. Ouais. Moi je sais qu'en montant il y a des challenges différents, des problématiques différentes. Après, si demain, pour je sais quelle raison je retourne dev, je verrai pas ça comme rétrogradé. Tu regarderas juste le contenu de ta journée, la satisfaction à la fin de la journée. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose? C'est peut-être comment tu fais pour faire du dev encore? Eh ben alors, parfois je me mets des auto-réunions. Ou je mets des auto-réunions et je me dis les auto-réunions, tiens, je vais prendre cette petite tâche ou ce truc, je trouve ça intéressant. Dans ton agenda, tu te colles une réunion et ça m'arrive. En fait, j'ai pas de réunion et t'as pas de réunion et c'est juste tu te fais une petite feature pour toi. Voilà, enfin, exactement. pour toi, pas pour toi, mais ouais. Sympa. Il y a marqué auto-réunion dans ton agenda ou... J'essaie d'innover. Ok. Ah bah c'est comme c'est dans l'agenda, c'est plus simple quoi. Effectivement. Ah non, chouette tips du coup. Eh ben Cyril, merci beaucoup pour cet échange. J'en profite, petite touche finale pour saluer quelques connaissances communes, notamment Mickaël Messina qui nous a mis en relation un de tes anciens collègues, et je salue également Jonathan Salmona qui n'est plus chez Rolla non plus et qui est un de tes anciens collègues. Voilà. Bah, merci à toi Pierre, et du coup je me souviens du nom de la personne d'Arola, c'était Camille Fantini. D'accord. Voilà. Et coucou à elle si elle nous écoute. On la salue aussi. À très bientôt. Merci, salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.